Voici la vidéo du grand 2 du chapitre 0 de mécanique des fluides qui traite de statique. Donc là, avec cette deuxième partie, on attaque, disons, la partie révision de PCSI. Et dans ce grand 2, je vais m'intéresser essentiellement à l'échelle mésoscopique, parce que c'est une échelle à laquelle on va beaucoup travailler cette année. Et je vais notamment montrer le lien intégral. Donc ça c'est, disons, la traduction mathématique du passage mésoscopique à macroscopique. Donc les écritures intégrales qui relient les grandeurs macro aux grandeurs intensives définies à l'échelle mésoscopique. Alors, revenons un petit peu à la définition des échelles que vous connaissez. Donc l'échelle microscopique, l'échelle macro et l'échelle mésoscopique. Donc l'échelle microscopique, hein, vous savez, c'est l'échelle typiquement de la molécule, de l'atome, voire les échelles inférieures, où la matière est modélisée comme étant répartie de manière discrète dans l'espace. D'accord, hein, on a de la matière, du vide, de la matière, du vide, voilà. Alors c'est modélisé de cette sorte et c'est bien compatible avec l'observation. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui on est capable de voir les atomes avec les microscopes à effet tunnel, par exemple les microscopes modernes. Donc voilà, on travaillera très peu à cette échelle cette année. Hein. Voilà, la physique de premier cycle, c'est essentiellement de la physique à l'échelle macroscopique et mésoscopique. Le lien avec l'échelle microscopique se fait voilà, en général à partir d'un bac+3 et d'un deuxième cycle. L'échelle macroscopique, c'est l'échelle de perception courante, usuelle, où la matière nous apparaît comme étant répartie de manière continue. Hein, voilà, la matière est continuellement répartie dans l'espace, et justement les, les, les grandeurs physiques, les champs, hein, les grandeurs physiques dépendant de la position, on verra qu'on les modélise, qu'elles seront, que ce seront des fonctions continues de la position, et puis même en général dérivables, etc. L'échelle mésoscopique est une échelle intermédiaire. Alors c'est fondamentalement une échelle macroscopique, hein, mais où on a zoomé suffisamment pour que les grandeurs intensives, les champs nous apparaissent à l'échelle mésoscopique comme étant localement uniformes, d'accord. Mais on zoome pas trop, c'est-à-dire qu'on n'est pas sensible à la granularité, si vous voulez, de la répartition de matière. C'est qu'on peut toujours adopter une modélisation continue de la répartition de matière dans l'espace. D'accord? Voilà, donc c'est assez petit devant une échelle macro pour que les grandeurs intensives comme la température, la pression soient localement uniformes à l'échelle mésoscopique. Donc typiquement, à chaque fois qu'on se donne un volume élémentaire, implicitement on se place à l'échelle mésoscopique et à l'échelle de ce petit cube, eh bien la pression est la même partout dans ce petit cube, la température est la même partout dans ce petit cube, etc. Hein, vous allez voir qu'on utilise ça tout le temps. Voilà, il est assez grande pour que ça reste une échelle macro quand même, fondamentalement. On n'est pas sensible. On peut faire comme si les atomes et les molécules n'existaient pas, d'une certaine manière. Voilà. On va voir justement que c'est ça qui va nous permettre d'établir l'existence d'équations locales en physique. Vous allez voir qu'on va beaucoup travailler cette année avec deux écritures. On va écrire à peu près toutes les lois physiques de deux manières. D'une manière intégrale, donc ça fait apparaître des grandeurs macroscopiques, et des équations locales où on fait apparaître des champs, des grandeurs intensives. C'est la même loi, simplement on peut l'énoncer pour un système macro ou localement en un point de l'espace à l'échelle mésoscopique. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant, puisque justement souvent vous allez voir, je vais donner l'exemple sur le cas de la masse volumique, on définit les grandeurs intensives, les champs en physique, on les définit à l'échelle mésoscopique, et il est intéressant évidemment de faire le lien avec l'échelle macroscopique, puisque c'est l'échelle à laquelle on fait des mesures, hein, c'est l'échelle à laquelle nos sens sont fonctionnels, d'accord. On perçoit les choses à l'échelle microscopique. Alors évidemment, en général, on se donne des détecteurs hein, qui peuvent être sensibles, à des phénomènes qui se déroulent à l'échelle du micromètre, mais à la fin, il y a quand même une traduction, une information parvient en physicien à l'échelle macroscopique. Donc l'appareil, on va dire, l'appareil de mesure fait le lien entre une échelle éventuellement du micromètre
Et l'échelle macroscopique, bon, l'exemple classique, c'est le microscope. Eh bien, dans ce deuxième paragraphe, on va voir le lien mathématique entre les grandeurs définies à l'échelle méso et puis les grandeurs observables à l'échelle macro. Alors, ça me permet en plus de revenir sur la définition des grandeurs intensives qui peut parfois être un peu floue en début de deuxième année, et vous allez voir que je vais à chaque fois tout redéfinir proprement pour vraiment couper le cordon, on va dire, avec les choses que vous avez pu voir au lycée et garder en tête des définitions conceptuelles bien précises. Donc voilà, on prend un fluide, ce serait valable aussi dans un solide, hein, mais là pour l'instant on fait de la mécanique des fluides, donc allons-y. Donc la masse volumique d'un fluide en un point de l'espace, comment ça se définit? Ça se définit à partir de cette formule ici. Alors pour la comprendre, clairement il faut faire un dessin, c'est ce que je vais faire en repassant à mon fichier manuscrit. Donc, hop, est-ce que je suis, voilà, 2.2. Et donc, il faut se baser sur un dessin pour comprendre la formule du PDF, donc c'est ce que je fais ici. Donc, je me donne un petit cube élémentaire de matière dans le fluide, hein, donc on imagine qu'il y a du fluide un peu partout. J'isole par la pensée, hein, un volume élémentaire d'étau de fluide. Voilà, alors je le dessine cubique, vous le savez, parce qu'au premier ordre, tous les volumes élémentaires sont cubiques, on peut dire. Et je vais appeler donc dm la masse de cette part élémentaire de fluide. Alors comme sa masse est élémentaire, je la note avec un nœud droit. Et vous savez que, c'est pas comme ça, on affirme, et ça vient de l'échelle mésoscopique, hein, on peut affirmer que cette masse, elle est proportionnelle au volume à l'échelle mésoscopique de ce volume élémentaire. Et le facteur de proportionnalité, peut-on dire? Ben justement, c'est la masse volumique. Alors le point M, évidemment, j'ai dessiné ce volume élémentaire dans le fluide environnant, hein. Vous imaginez qu'il y en a partout sur mon écran du fluide. J'ai repéré un point M de l'espace, à partir duquel j'ai dessiné un petit cube élémentaire. Donc le point M se trouve là ou ailleurs sur le cube, ça n'a pas d'importance. Vous verrez que, voilà, on reviendra un petit peu là-dessus, il n'y aura jamais d'ambiguïté sur où est-ce qu'on place le point M. Ceux qui se posent des questions peuvent parfois y voir une difficulté à ce moment-là du cours, vous verrez que ça n'en est pas une. Donc voilà, un point M de l'espace, je dessine un cube élémentaire sur ce point M, et en fait la masse volumique, c'est juste l'affirmation que, à une échelle suffisamment petite, à l'échelle mésoscopique, eh bien la masse de la matière considérée est proportionnelle au volume. Et le coefficient de proportionnalité, eh bien c'est la masse volumique. Vous savez qu'ici on a donc des kilogrammes, ici on a des mètres cubes, et donc forcément on a ici des kilogrammes par mètre cube. Voilà, donc ça c'est, si vous voulez définir proprement la masse volumique, c'est comme ça. On fait un dessin et on écrit cette formule à l'échelle mésoscopique, donc avec des grandeurs infiniment petites. Vous voyez que ça change un petit peu du, voilà, donnez-moi la définition de la masse volumique, et puis on va me dire, c'est la masse sur le volume. Alors ça, du point de vue des unités, c'est correct. Maintenant, si vous prenez un matériau quelconque, un fluide quelconque, qui tient dans, je sais pas, l'eau dans un lac, ou plutôt l'air dans l'atmosphère, allez, voilà, l'air dans l'atmosphère, considérer toute l'atmosphère terrestre comme système, eh bien la masse volumique de l'air dans l'atmosphère, en un point de l'atmosphère, c'est pas la masse totale de l'atmosphère divisée par le volume total de l'atmosphère, ça ne marche pas, d'accord? Tout simplement parce que la masse volumique n'est pas la même en tout point de l'air atmosphérique. Donc c'est bien parce que dans un système macroscopique, les grandeurs intensives ne sont pas forcément uniformes, elles ne sont pas forcément les mêmes en tout point, qu'on ne peut pas définir ces grandeurs en disant je prends la masse du système macro, je divise par le volume du système macro, et ça me donne la masse volumique. Ça c'est ce qu'on vous a dit dans le secondaire, parce que là, à cette époque-là, voilà, il fallait quand même commencer par des choses simples. Maintenant, on affine ces concepts, et c'est bien là la définition que je viens de vous donner, c'est la définition de la masse volumique. Alors vous avez vu que je fais exprès de ne pas écrire ρ égale dm sur d taux. Pourquoi? Parce qu'en matière de notation, vous pourriez croire qu'il y a comme une dérivée, d'accord? Comme si on avait dérivé la masse par rapport au volume, et ça n'est pas du tout le cas, d'accord? D taux, si vous regardez dans le système cartésien, ce sera dx, dy, dz, et la notation dm sur dx, dy, dz, ça représente rien du tout.
d'accord, mathématiquement, c'est pas une quantité bien définie, en tout cas pas pour nous. Et c'est pour ça que je préfère vraiment écrire ça comme ça, et vous verrez on peut toujours écrire les choses de cette manière. Je le ferai systématiquement dans mon cours, et ça ne pose aucun problème. Il y a des bouquins hein, qui écrivent ρ égale dm sur des taux. Je m'abstiendrai systématiquement de faire ça. Après avoir défini donc la masse volumique, cette grandeur intensive, à l'échelle mésoscopique, essayons de faire le lien entre la masse d'un système macro et la masse volumique en chacun de ces points. Et donc on fait par là finalement le lien mathématique entre l'échelle mésoscopique, à laquelle est définie ρ, et puis une grandeur macroscopique, la masse totale du système. Bon, pour faire simple, je vais définir un système macroscopique cubique, c'est plus facile à dessiner, vous allez voir que j'ai essentiellement dessiné des cubes cette année, tant que faire se peut. Voilà, donc on a ici un système macro, d'accord, de volume V, et de masse M total. Bon voilà, je mets tot en indice pour bien signifier que c'est la masse du système total. Et il y a une idée simple, hein, c'est que, vous le savez, on peut découper ce système macroscopique en plein de petits volumes élémentaires, d'accord? Voilà, ça, vous avez sûrement déjà vu ce genre de choses. Voilà, je peux découper ça. Mince, tac, tac, tac. Bon, voilà, etc. Hein. On peut décomposer ce système macroscopique en un ensemble de volumes élémentaires, de masse d'étau, de volume d'étau et de masse dm. Exactement les notations que j'ai introduites auparavant. Et ensuite, par simple affirmation de l'extensivité de la masse, je peux dire que la masse totale, c'est la somme de la masse de chacun des petits cubes, des cubes élémentaires. Alors ça, symboliquement, comment on l'écrit, j'en ai déjà parlé dans le grand 1 de ce chapitre, eh bien j'écris comme ça une somme sur le volume grand V des masses de chacun des petits cubes élémentaires. Voilà, quand j'écris ça, c'est une écriture intégrale symbolique qui vraiment signifie que la masse totale, c'est la somme des masses élémentaires des petits cubes que j'ai dessinés. Alors si je veux revenir, si on veut préciser vraiment ce qu'est l'extensivité, la définition bien carrée, c'est pas une grandeur qui est proportionnelle à la quantité de matière, c'est parfois des raccourcis qu'on trouve. Alors ça marche, on va dire, en premier cycle, mais après on peut, si on s'intéresse, je sais pas moi, à l'énergie électromagnétique contenue dans un volume, dans le vide par exemple, dans le vide de matière, ça marche plus trop comme définition, la proportionnalité avec la quantité de matière. En fait, la définition générale de l'extensivité, c'est une grandeur extensive et additive par partition du système. Vous prenez votre système, une tarte, vous la découpez en petits morceaux, 8 parts par exemple, et bien la masse totale de la tarte, c'est la somme des masses des 8 parts. Voilà. La définition d'une partition en mathématiques, c'est qu'on découpe un ensemble en n sous-ensembles. L'union de ces n sous-ensembles, ça fait l'ensemble total, et l'intersection entre deux sous-ensembles pris quelconque est toujours l'ensemble vide. Bon, voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, hein, mais si on veut être carré, on peut dire les choses de cette manière. Je trouve que dire additif par découpage du système ou additif par partition du système, ça s'écrit rapidement et c'est très rigoureux. Et ensuite, pour faire le lien avec l'échelle méso, donc avec la masse volumique, eh bien tout simplement, on revient à la définition de la masse volumique. Et puis on peut écrire ceci, donc. Voilà. Donc, la masse totale, c'est une grandeur macro. La masse volumique, c'est une grandeur définie à l'échelle mésoscopique. Et voilà le lien mathématique intégral entre une grandeur définie à l'échelle méso, définie à l'échelle d'un volume élémentaire, et puis une grandeur macroscopique. Voilà. Bon, ça c'est assez général, c'est pour ça que je profite de ce chapitre pour revenir sur ces notions. Et vous allez voir que toutes les grandeurs intensives de l'année, je vais les redéfinir de cette manière-là. Alors, paragraphe suivant, grand 3,
Bon, vous avez vu que ici j'ai introduit la notation d'Eto pour le volume élémentaire, c'est des choses que j'avais déjà faites dans les chapitres précédents. Il faut savoir que c'est pas là une notation obligatoire. Autant dans le cas d'une variation élémentaire, il faut bien noter cette variation élémentaire par un dédroit, d'accord, hein, c'était ce qu'on a vu dans le grand 1 de ce chapitre. Ça, c'est assez important, vous allez voir, en physique. Une variation élémentaire, notez-la toujours avec un dédroit. Ensuite, quand une quantité est élémentaire, mais qu'on ne peut pas l'interpréter comme étant une variation, à ce moment-là, on peut éventuellement utiliser un petit delta. D'accord? C'est une notation que vous avez pu voir apparaître pour le travail élémentaire l'année passée et pour le transfert thermique élémentaire en thermodynamique. Je me souviens plus si vous voyez ça en première année, le premier principe sous forme élémentaire. Bon, de toute façon, on reverra ça cette année. Puis vous l'avez peut-être déjà vu en chimie, là, en deuxième année, en thermochimie. Bon, à voir, mais en tout cas, ce delta, on y reviendra. Hein. On va faire de la thermo cette année aussi en physique, et je reviendrai hein, sur les situations où il est important de noter avec un dédroit et important de noter avec un petit delta. Mais en tout cas, quand on s'intéresse aux notations infinitésimales à l'échelle mésoscopique, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une grandeur est très petite, parce que je considère un système très petit spatialement, et ben là, c'est pas important. Vous pouvez mettre un dédroit, vous pouvez mettre un petit delta, on viendra pas vous embêter là-dessus au concours, d'accord? À ma connaissance, moi je suis pas capable de dire enfin, si c'est important ou pas, en tout cas, au concours, on ne viendra pas vous embêter là-dessus. Et dans des énoncés de concours, vous pourriez voir apparaître petit delta taux pour noter un volume élémentaire. Voilà, c'est pas grave, faut pas que ça vous déstabilise. Hein, par exemple, une masse élémentaire, la masse d'un petit cube élémentaire, moi j'ai noté dm, une surface élémentaire ds, un volume des taux, une force qui agit sur une surface élémentaire ou sur un volume élémentaire, on va considérer ça tout à l'heure, on peut la noter df, voilà. Mais si on la note petit delta f, si on note un volume élémentaire petit delta tau, c'est pas très grave. Bon, moi, je noterai ça avec un dédroit pendant toute l'année. Ensuite, je vous en avais déjà un petit peu parlé dans l'annexe des systèmes de coordonnées là qu'on a bossé à la pré-rentrée. Il y a certains bouquins, bon, je pense pas au concours, hein, mais plutôt des bouquins qui peuvent mettre comme ça un petit exposant au-dessus d'un dédroit ou d'un petit delta, d'accord? Voilà, une masse élémentaire avec un d puissance 1 ou un volume élémentaire avec un d puissance 3 ou un delta puissance 3. Alors, ça, ici, c'est quand l'auteur, ou celui qui écrit, veut signifier que ce volume est triplement élémentaire, c'est-à-dire infiniment petit suivant les trois dimensions de l'espace. D'accord? En cartésien, ça veut dire qu'il est infiniment petit suivant l'axe x, suivant l'axe y et suivant l'axe z. On en a déjà parlé, il existe des volumes élémentaires, une coquille sphérique par exemple, hein, c'est une surface sphérique à laquelle on peut dire on donne une petite épaisseur, et bien ça forme un volume élémentaire mais qui est simplement élémentaire, qui est infiniment petit une fois, suivant une seule dimension, ici disons la dimension radiale dans le cas de la coquille sphérique que je viens de mentionner. Voilà, donc certains auteurs aiment préciser, c'est vrai que c'est pas inutile de préciser si la quantité élémentaire dont on parle, elle est simplement, doublement ou triplement élémentaire. Moi, je n'utiliserai pas ces notations simplement parce que, en général, quand on s'appuie sur un dessin et que ce qui est nécessaire pour que les calculs aient un sens précis et qu'on sache bien de quoi on parle, bon, en général, le dessin lève toute ambiguïté là-dessus, et je préfère m'appuyer sur un dessin pour avoir cela en tête plutôt que d'alourdir la notation. D'accord ? Voilà. Donc, j'utiliserai pas ce type de notation, mais si jamais vous bossez avec des bouquins, vous voyez ça, ne soyez pas surpris. Dernier élément, hein, là il n'y a pas vraiment de transition, c'est un peu une juxtaposition d'idées. Voilà, on va traiter de mécanique des fluides dans les chapitres à venir, et là de statique des fluides. Bon, on va peut-être essayer de redéfinir ce qu'est un fluide. Hein, vous savez, un fluide c'est quelque chose qui n'a pas de forme propre. Enfin disons non, un fluide c'est ce qui n'est pas solide. Voilà, pour faire simple, c'est ce qui n'est pas solide. Il existe deux types de fluides. Couramment, c'est les liquides et les gaz. Alors c'est important quand même, vous allez voir que même dans ce chapitre de statique, on va faire la distinction entre liquide et gaz. Hein, donc on n'obtiendra pas forcément toujours les mêmes comportements,
par exemple, l'évolution de la pression dans un liquide et l'évolution de la pression dans un gaz. Vous savez que sur Terre, bah, c'est pas la même chose. Hein. On verra ça par la suite. On révisera ça par la suite. Donc, comment est-ce qu'on distingue gaz et liquide? Alors, essentiellement par des ordres de grandeur de certaines grandeurs intensives. Par exemple, la masse volumique, voilà, dans les conditions usuelles de l'air, c'est 1 kg par mètre cube. Vous pouvez oublier le 0,3. Hein. Gardez 1 kg par mètre cube pour l'air. C'est un ordre de grandeur à avoir en tête. Je vous rappelle que la masse volumique de l'air, enfin disons ce 1 kg par mètre cube, c'est la référence de masse volumique pour juger de la densité des gaz. Quand vous dites qu'un gaz a une densité de 1,2, c'est 1, donc pour trouver sa masse volumique, vous faites 1,2, la densité, fois ce fameux 1 kg par mètre cube. D'accord ? Alors pourquoi on prend 1 kg par mètre cube comme référence? Parce que c'est à peu près la masse volumique de l'air dans les conditions usuelles de la vie de tous les jours. Pour l'eau, vous savez que c'est 1000 kg par mètre cube, d'accord? Alors ça, ne vous trompez pas sur les ordres de grandeur pour l'air et pour l'eau. Il arrive parfois à l'oral des concours que certains candidats fassent encore ce type d'erreur. Bon, ça fait quand même assez mauvaise impression. C'est vraiment on ne peut pas avoir fait 2 ans de physique, chimie, sans avoir quand même ces ordres de grandeur parfaitement en tête, sans se tromper. Donc il y a un facteur 1000 hein, sur la masse volumique, donc ça c'est déjà un critère assez important pour distinguer les gaz et les liquides. Il y a d'autres paramètres, hein. Il y a d'autres paramètres, et notamment là, ce qu'on appelle la compressibilité. Alors nous, cette année, quand on étudiera les ondes sonores dans les fluides, on traitera de la compressibilité isentropique, parce que c'est celle qui est pertinente pour la propagation des ondes sonores. Bon, peut-être l'année passée, vous avez parlé de compressibilité isotherme. On va dire que expérimentalement, c'est quelque chose qu'on peut saisir un peu plus facilement par l'esprit. Bon, alors, je ne vais pas revenir sur la définition mathématique de la compressibilité, je vais juste la définir avec des mots, en me référant à une situation concrète. Quand je prends un fluide, que ce soit un liquide ou un gaz, je peux appuyer dessus. D'accord ? Imaginez que vous avez comme ça un liquide, un fluide dans un ballon de baudruche, un ballon d'anniversaire, donc de l'air ou de l'eau si vous avez mis de l'eau dedans, et vous imaginez que vous appuyez avec vos mains autour, et donc vous augmentez comme ça la pression extérieure exercée sur le fluide, et à l'équilibre, bah, ça fait augmenter la pression du fluide. D'accord ? Donc on s'arrange d'une manière ou d'une autre pour augmenter la pression du fluide, et vous savez que bah, la conséquence observable, c'est que le volume du fluide a diminué en général. D'accord ? Quand vous appuyez, ça fait rapetisser la taille du système. Bah, la compressibilité, ça mesure ça. D'accord ? Alors voilà, c'est le taux de variation du volume relatif dû à une augmentation de pression. Voilà. Alors on peut voir que pour l'air, peu importe l'unité, il faudrait connaître la définition mathématique, mais regardez, pour l'air c'est 10-5, et pour l'eau c'est 5-10-10. Donc on a un facteur 20 000 sur la compressibilité entre l'eau et l'air. Globalement, les gaz sont facilement compressibles, c'est pas très difficile de les faire diminuer de volume en appuyant dessus, alors que pour les liquides, bah, c'est quasiment impossible. Dans les situations usuelles, si vous appuyez sur un liquide, bah, vous n'arriverez pas à le faire changer de volume. Et quand je dis volume, c'est pas la forme, c'est bien la place occupée, c'est bien le nombre de mètres cubes. Vous pouvez appuyer sur un liquide dans un ballon de baudruche et modifier sa forme, mais le nombre de mètres cubes, la place prise par l'eau, là, c'est quand même très difficile, il faut quand même sacrément appuyer fort pour faire varier le volume de manière significative. Donc il y a la masse volumique, mais il y a aussi la compressibilité. Okay ? Et d'ailleurs, vous verrez que généralement, on modélise les liquides comme des fluides incompressibles. Donc ça, c'est un mot que vous avez déjà entendu l'année passée, donc je reviens là-dessus. Il faut bien définir ce que c'est que l'incompressibilité. Un fluide incompressible, c'est un fluide dont le volume ne dépend pas de la pression. D'accord ? Vous avez votre fluide, quelle que soit sa pression, son volume est toujours le même. Ok ? Voilà. Bon, ça, finalement, ça revient, si vous voulez, à exprimer ça à partir d'une grandeur extensible, le volume, mais on peut très bien dire, c'est une autre façon identique de définir l'incompressibilité, c'est un système, quand j'augmente sa pression, ça ne modifie pas sa masse volumique. Voilà, là, je l'ai exprimé avec une grandeur intensive, la masse volumique. Alors, bien que par la suite, on va faire de la mécanique des fluides, et pas de la thermodynamique des fluides. La température, l'énergie thermique ne seront pas pour nous des grandeurs pertinentes en mécanique. Donc voilà, on ne parlera pas forcément de
de la dilatation hein, des fluides, mais il s'avère que les gaz sont plutôt très faciles à dilater et les liquides moins. Alors qu'est-ce que c'est que la dilatation? La dilatation, c'est l'augmentation du volume suite à une augmentation de température du système. D'accord? Alors typiquement, vous chauffez le système, c'est-à-dire vous mettez une source de chaleur en contact avec votre fluide, ça fait augmenter sa température, et en général, vous le savez, le volume augmente. C'est vrai aussi pour les solides, pour les métaux par exemple. Eh bien, un fluide est dit indilatable si son volume est indépendant de la température. Bon, c'est une modélisation possible aussi pour les liquides, même si on va dire que les liquides sont plus facilement dilatables qu'ils ne sont compressibles. Bon, ça vous rappelle peut-être un modèle de modélisation de la matière que vous avez vu l'année passée, qui s'appelait les phases condensées indilatables incompressibles, hein, et qui regroupait les liquides et les solides usuels, parce qu'effectivement, expérimentalement, par rapport au gaz, les liquides et les solides sont beaucoup moins compressibles et beaucoup moins dilatables. Voilà, bon, nous, en mécanique des fluides, on va surtout s'intéresser aux qualificatifs incompressibles, hein. Soit on va s'intéresser à des fluides compressibles, typiquement les gaz, soit à des fluides incompressibles, typiquement les liquides. La notion de dilatation et de température, on la laisse un petit peu de côté en mécanique. Hein, je reviendrai sur le fait qu'on peut ignorer la température quand on fait de la mécanique. C'est pas juste une simplification intellectuelle. Expérimentalement, il s'avère qu'on peut assez facilement découpler les phénomènes thermiques des phénomènes mécaniques. Ça j'y reviendrai. Voilà pour cette deuxième partie.